Et merde. L'artisan meurtrier. Épisode 1. À contre-courant. Partie 1. Si tu choisis de passer ta vie à galoper derrière les emmerdements, il ne faudra pas venir te plaindre le jour où tu les rattraperas. Cette phrase, prononcée par son oncle, Gabriot l'a ruminée depuis sa plus tendre enfance. Pressé d'en finir avec cet ultime boulot, celui que l'on surnommait l'Ancien marchait en tête depuis le départ. Bien conscient que ses limites physiques dépassaient de loin celles de ses deux comparses, il maintenait une cadence soutenue sans pour autant les épuiser. Bientôt, ils arriveraient au point de confluence entre la Sargue et la Sarguette. Gabriot expulsa un filet de salive entre ses dents en ramassant une brindille. Une fois la tige dégagée, il la porta à ses lèvres et lâcha les accessoires de son costume de paysan, deux vieilles fourches tordues et rouillées, avant de se retourner en massant ses cuisses endolories. « On va faire une pause et en profiter pour casser la croûte. Attachez les bêtes à l'ombre. » Ses compagnons de route, eux aussi vêtus de vareuses rapiécées et de vieux pantalons en lin, témoignèrent leur contentement par tout un éventail d'onomatopées. Ils s'écartèrent de la piste pour rejoindre l'ombre d'un vieil orme, au tronc fendu sur toute sa longueur. Juste à côté, un antique muret à moitié effondré et recouvert de glycine délimitait un verger. La campagne cyridienne resplendissait dans ses atours estivaux. Le dénommé Béli, Benjamin du trio, s'écroula contre l'arbre en inclinant son chapeau de paille sur son visage. « Tu pourrais au moins faire semblant de m'aider !» grogna Livio, le troisième homme de cette petite troupe, en attachant la corde qui retenait deux chèvres. « T'es vraiment une saleté de branleur !»« Je ne voulais pas vous interrompre, tes copines et toi !» ricana Béli en farfouillant dans la poche d'un linge roulé en boule. « Je sais que vous appréciez votre intimité. » Et mon pied dans ton cul, tu l'apprécierais ? Voyager vers l'ouest impliquait d'avoir le soleil de face à partir de midi. Gabriot cracha sa brindille et appliqua sa main en visière pour regarder au loin. C'est la journée idéale pour achever un voyage et entamer une nouvelle vie, se dit-il. Et c'était bien ce qu'il comptait faire. Malgré sa retraite qui se trouvait littéralement au bout du chemin, il soupira de dépit. Mais fermez-la. C'est déjà assez pénible de se taper la traversée du pays sur toute sa largeur. S'il faut en plus se tartiner vos commentaires. Et alors, tu vas faire quoi ? Provoqua Béli en se redressant sur ses coudes. Ça fait des semaines qu'on se trimballe déguisé en pécore. C'est maintenant qu'on envoie le bout que tu nous fais ta crise ? Livio, j'ai raison ou pas ? Ouais, acquiesça le troisième larron d'un air désolé. J'ai horreur d'être d'accord avec cette tête de con, mais c'est vrai que pour un gars dont c'est le dernier boulot, tu jures beaucoup. C'est simple. Tu gueules depuis la seconde où on a quitté Yalan. Ah, tu vois ? Détends-toi. On a bien mérité le droit de se taquiner un peu. Demain à cette heure-ci, tu nous auras déjà oubliés. Le Benjamin retira son chapeau et passa sa main sur ses cheveux ras. Son visage, rosi par le soleil, avait bonne mine et le bronzage camouflait ses traits émaciés. Il tendit le cou pour regarder vers la Sargue. « L'Ancien !» reprit-il en souriant. « Va donc prendre un bain dans le fleuve. Ça te rafraîchira les idées, à défaut de rendre ta compagnie agréable. » Livio se tourna pour dissimuler son amusement et ne pas froisser son camarade mal embouché. Tout en se grattant la barbe, Gabriot haussa les épaules. Il obliqua sur sa droite et traversa le chemin en quête de solitude, accompagné par le bêlement plaintif des chèvres. Alors qu'il retirait ses vêtements, l'Ancien aperçut une retenue d'eau calme formée par un amas de branchages. Par-delà ce barrage naturel, le courant du fleuve, gonflé par les récents orages, charriait une multitude de déchets. Il y distingua un tronc, puis une paire de madriers peints en jaune et juste après, une petite barque retournée. Cette dernière, lancée à toute vitesse, vint heurter un rocher saillant et se disloqua avant de se faire avaler par le torrent. Quelques secondes plus tard, des débris remontèrent à la surface. Gabriot repensa, avec un certain amusement, à une autre tirade de son enfance. Imagine la vie comme un fleuve. À toi de choisir entre te laisser porter par les flots ou les remonter à contre-courant avec tout ce que ça implique. Son oncle, qui l'avait élevé, appréciait les phrases toutes faites et les métaphores moralisatrices.
des formations professionnelles qu'il devait à son passé d'enseignant. Même s'il avait choisi une profession alternative, Gabrio avait toujours bien pris garde de ne pas franchir le point de non-retour. Il nageait à contre-courant, selon son propre point de vue, mais sans jamais sortir des eaux calmes et abritées. Comme il le constatait avec cette embarcation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, s'il se faisait emporter par les flots, il risquait de se faire briser et engloutir par les tumultes de la vie à tout moment. Il reformula cette pensée et l'adressa à son oncle en regardant le ciel. Puis il ressentit un mélange d'excitation et de mélancolie. Lui, Gabrio Moreto, avait réussi à conserver sa tête accrochée au reste ainsi que sa liberté après plus de 30 années de banditisme. Un exploit. Bien entendu, son parcours n'avait pas toujours été une rivière calme et tranquille, mais les rares fois où il avait été interpellé, il s'agissait d'affaires mineures et de larcins sans grandes ambitions et de facto sans conséquences graves. Il avait toujours réussi à esquiver les véritables ennuis en se trouvant des boucs émissaires au dernier moment ou en parvenant à s'extirper in extremis de ses imbroglios par des pirouettes judiciaires. Il fut même plusieurs fois cité comme témoin dans des affaires l'impliquant directement, sans que personne ne se doute de son véritable rôle. Pas de coups fumeux, juste de quoi vivre sans attirer l'attention. Il ne faut jamais trop en vouloir, car avec la gourmandise vient l'imprudence. Certains, dans le milieu, le décrivaient comme un pisse-froid ou un pleutre. Lui se voyait plutôt comme quelqu'un de futé, un opportuniste. À 40 ans passés, il avait encore tous ses cheveux, toutes ses dents, aucune dette et personne à ses trousses ne cherchait à le zigouiller. Il avait même assez d'argent de côté pour se permettre un retrait des affaires en douceur. Encore un exploit. Il se pencha en arrière en adressant une nouvelle pensée à son oncle. « Merci pour tes conseils, Tito. » Puis un rire jubilatoire remonta depuis son abdomen. Il hésita un instant avant de retirer ses caleçons. Depuis la disparition des dernières nix et autres sirènes d'eau douce, son sifflet à l'air n'effraierait personne à part peut-être les castors et les ragondins. Il rit de plus belle en plongeant entre les libellules et les lentilles d'eau. Quelques minutes plus tard, alors qu'il rejoignait ses deux compagnons de voyage affalés contre l'orme fendue, il se sentait reposé, en paix avec lui-même. « Verdict ?» nargua Belli avec un sourire désagréable. « T'es vraiment un sale con !» répondit l'ancien. « Mais t'avais foutrement raison pour le bain. » Livio éclata de rire à s'en claquer les cuisses. « Buvons !» s'écrièrent-ils de concert. Le cadet de la troupe tira sur son col crasseux à faire peur. Il sortit ensuite un gobelet en cuir de son baluchon avant de l'offrir à Gabrio. Ce dernier resserra les lacets de ses souliers en peau de mouton en acceptant la boisson. « Santé !» cria-t-il en claquant de la langue. C'était un mauvais cidre, éventé et tiédasse, mais celui que l'on surnommait l'Ancien se délecta de chaque gorgée. « À nous !» répondirent-ils à l'unisson. Telle une acrobate de cirque, une des chèvres grimpa sur le muret. Elle fit quelques pas en avant de revenir en bêlant comme une forcenée effrayée par quelque chose. « J'ai aussi entendu du bruit, » fit remarquer Livio en se retournant vers les bêtes avec inquiétude. « On est en pleine nature, » rétorqua Belli depuis le couvert de son chapeau. « Ce ne sont pas les bestioles qui manquent. » « Non, c'est autre chose. » Gabrio aussi percevait cette étrange vibration. Il désigna un bosquet qui prenait racine dans un pan de mur effondré. Il se munit d'une fourche et en lança une autre à Livio en lui faisant un geste silencieux. Ce dernier opina en avançant avec précaution dans la direction indiquée. À peine une seconde plus tard, il se retourna vers ses camarades en leur signifiant avoir repéré deux silhouettes embusquées dans les buissons. Ces intrus sortaient de nulle part. À cause de l'odeur féreuse particulière qui flottait dans l'air, Gabrio pensa encore une fois à son oncle. Ce dernier lui avait parlé du néantisme à de multiples occasions. Il l'avait évoqué en employant des termes comme magie de transport, téléportation ou même portail magique. Bien qu'inexactes, ces désignations reflétaient tout de même fidèlement la réalité, surtout pour des néophytes. « Qui va là ?» brailla Belli en brandissant un gourdin. « Sortez des fourrés, immédiatement !»« Je te vois !» intervint Livio en crachant dans sa dextre pour améliorer sa prise sur le manche de sa fourche. « Viens par là avant que je t'embroche !»« Non, attendez !» résonna une voix masculine au timbre jeune et paniqué. « C'est une erreur, nous ne vous voulons aucun mal !» Toujours en arrière, Gabrio commençait à regretter de ne pas avoir fait durer son bain plus longtemps.
L'échine secouée par un frisson, il voyait ses plans de retraite lui filer entre les doigts, telle une poignée de sable du désert de l'Olt. À proximité d'un portail ouvert sur le néant, l'air vibre et prend une odeur métallique fort peu naturelle. Pourquoi pensait-il soudainement à cela? À cause des frémissements perceptibles dans l'air? Probablement. Il sentait que tout venait de s'emballer. Sa vie, telle la barque emportée par le tumulte des flots, ne tarderait pas à se fracasser contre le rocher. Gabriel se rendit compte d'une chose. Se laisser porter par le fleuve ne signifiait pas forcément choisir le droit chemin. C'était peut-être tout l'inverse, après tout. « Non, s'il vous plaît !» réitéra la voix de l'intrus. « Nous ne sommes pas... » Fidèle à lui-même, Béli s'élança en brandissant sa massue. Il brailla si fort que les oreilles de Gabriel se mirent à siffler. Arrivé à proximité du buisson, le cadet fut heurté à la poitrine par une masse rouge foncé. Le choc, accompagné d'un bruit sourd, le déséquilibra. Il tomba à la renverse en cherchant son souffle comme une carpe hors de l'eau. Gabriel l'avait regardé s'effondrer sans broncher. Il se tenait là, les bras ballants, impuissant. Et sans comprendre pourquoi, il s'imaginait en train de galoper avec son ex-compagne, Maria, au beau milieu des steppes Nerdani sous un ciel vierge et magnifique. Lui, qui était encore pas mal pour son âge ainsi qu'en excellente santé, comptait bien profiter de ses atouts pour reconquérir celle qu'il avait abandonnée et l'emmener en Orient afin de l'épouser. Il lui avait promis une vie qu'il n'avait jamais pu lui offrir jusqu'à présent. Soudain, de l'autre côté du buisson, un jeune garçon chauve et vêtu d'un surcot jaune pâle gagna le couvert du muret. Gabriel se ressaisit en secouant la tête, prêt à se lancer à sa poursuite, mais son corps ne répondait pas. Il avait toujours été un piètre combattant, et au lieu de partir au secours de ses compagnons, il resta là, debout, sans broncher. À son tour, Livio poussa un juron. Il cracha et en poussa un autre plus grossier encore. Voyant que la situation dérapait, il contourna la touffe d'une bonne toise de haut formée par la végétation afin de se placer hors de vue du seul véritable danger, cette silhouette habillée en bordeaux. Livio espérait ainsi se faire oublier pour planter sa fourche dans le râle du second intrus en fuite ou le prendre en otage pour gagner du temps. Mais alors qu'il venait à peine d'esquisser un mouvement offensif, il se retrouva lui aussi en difficulté. Son mystérieux adversaire n'avait pas porté la moindre attention à Gabriel et fort d'une vélocité incroyable, il venait de lui couper la route en faisant briller ses lames sous le soleil. Devant une telle supériorité au combat, Livio ne pouvait que tenter une manœuvre désespérée. Plonger tête baissée en visant la poitrine avec les pointes de sa fourche. Ce fut un échec. Son ennemi esquiva sans la moindre difficulté grâce à une vrille sur place qu'il effectua tout en élevant ses bras dans les airs afin de contre-attaquer. Livio succomba d'un coup de machette sur la nuque avant même de toucher le sol. En retrait, l'ancien demeurait toujours immobile, spectateur du dernier combat de ses amis, avec qui il avait traversé une bonne partie de sa vie, et plus récemment, une bonne partie de la Cyrilie. À présent, l'ombre qui avait broyé Béli et éliminé Livio sortit au grand jour. Ce détail ne la rendit pas plus facile à identifier pour autant. Le soleil éblouissant aurait dû éclairer son visage dissimulé par la capuche de son manteau, mais au lieu de cela, l'ancien n'y distinguait que deux yeux rouges scintillants, flottant dans une masse de ténèbres surnaturelles qui lui glacèrent le sang. Le prédateur avançait de manière calme et déterminée, au rythme des gouttelettes de sang qui perlaient de ses lames, vers un Gabriel pétrifié. L'ancien tenait la hampe de sa fourche à deux mains, et même s'il n'avait aucunement l'intention de se battre, son adversaire interprétait probablement cette posture comme une position menaçante. Il passa à l'attaque. La barque heurta le rocher. En le voyant arriver au Panthéon de manière anticipée, alors qu'il avait toujours fait preuve de jugeote et de chance jusque-là, Gabriel se dit que son oncle allait inévitablement se foutre de lui. Il entendait déjà ses railleries et ses réflexions. « Je te l'avais pourtant dit, Gabriel. » Il savoura tout de même l'ironie de la situation et son visage se fendit d'un sourire amer. « T'avais raison, Tito, » conclut-il alors que l'arme de l'inconnu sortie du buisson lui tranchait la carotide. « Les emmerdements, je les ai finalement rattrapés. » En effet, le hasard venait de lui faire croiser la route du duo de chasseurs de primes le plus redouté depuis des lustres. Chef, plus connu sous le sobriquet d'artisan meurtrier,
essuya ses machettes sur les braies d'un des 3 hommes qui gisaient à ses pieds. Il ajusta ensuite sa capuche afin qu'elle lui camoufle le visage sans entraver sa vue. Chef aimait son travail. Il adorait la traque, les interrogatoires, le suspense et bien entendu, les récompenses juteuses. Pour faire naître la peur chez ses ennemis, il soignait son apparence en conséquence. Collier de crocs de créatures diverses, pourpoints de cuir clouté garnis d'osselets, et 2 machettes aux larges lames décorées par des gravures tribales. Par-dessus l'ensemble, il portait son manteau bordeaux de façon à être reconnu sans montrer son visage. La panoplie complète du parfait crâneur en somme. « Pardon ? Non mais ça va pas. Alors il va se calmer le narrateur et il va le faire tout de suite. Je ne vous ai pas engagé pour me faire passer pour un con. C'est compris ? Vous m'avez entendu ? Évidemment que oui, tête de nœud. Alors mollo sur les remarques déplacées, je vous prie. Parce que c'est également moi qui vous signe le règlement à la fin. C'est compris. Je reprends si vous permettez. En résumé, l'artisan meurtrier misait beaucoup sur le style. Bon, je te l'accorde, ces 3 guignols n'avaient pas l'air de savoir ce qu'ils faisaient, déclara-t-il avec emphase. Mais ce n'est pas une excuse suffisante. Il serait temps que tu prennes en compte l'éventualité qu'un jour, tu aies à te battre. Un mauvais coup est si vite arrivé. 2 gros lézards se chahutèrent sur un rocher avant de disparaître dans le bruissement des herbes. Chef les observa et tira sur ses gants avant de reprendre. « Basile, où sommes-nous, je te prie ? Je ne reconnais pas cet endroit. »« Un instant, lui répondit le jeune homme en faisant la girouette. regardez, un écriteau. » Du haut de ses 20 ans, Basile, l'assistant meurtrier, faisait de son mieux. Il s'efforçait d'ignorer les corps étendus au sol afin de garder sa concentration intacte. La perte de sa 3e paire de lunettes cette semaine laissait ses yeux bleus impuissants, car même en fronçant les sourcils et en plissant le nez, le jeune homme ne parvenait pas à déchiffrer sa carte. Sa mémoire mise à rude épreuve sous son crâne chauve, il retraçait mentalement la route qu'il aurait dû faire prendre à son patron. L'assistant dénicha enfin une paire de binocles de rechange au fond de son escarcelle. Les verres ronds et la monture en étain, une fois chaussés, donnèrent un effet comique à son visage glabre et rondouillard. Contrairement à Chef, Basile n'accordait que peu d'importance à son allure. Il s'approcha de l'orme fendu tout en observant le panneau de bois entre les branches. Puis il roula de l'épaule pour que son surcot jaune se dégage de sa ceinture. Ses joues se teintèrent d'un rouge vif, tandis qu'il prenait la parole en hésitant. Nous sommes sur la route de Ria. »« Quel fameux sens de l'orientation !» s'exclama l'artisan meurtrier d'une voix exagérément forte. « Ôte-moi d'un doute, es-tu seulement capable de lire ta connerie de carte ?» Basile se sentait mal à l'aise de s'être autant éloigné de son objectif. Incapable de mentir correctement, surtout à son patron, il anticipa une éventuelle remarque négative en s'éloignant d'un pas déterminé, tout en prenant l'initiative de la conversation. « Le dernier portail devait être défectueux. Je nous ai probablement fait dévier pendant le transport. »« Ah oui, je confirme. Nous sommes donc à plus de 100 lieues du château de Castellar, même pas dans le bon pays. » Ma capuche est-elle bien en place, comme ça ? On voit un peu votre nez quand vous vous tenez de profil. »« Merci. Reprenons. Je constate que ces hommes portaient des fourches et des bâtons pour tout armement. Point d'épée et aucune arme de jet. C'est peu banal comme matériel pour des bandits de grand chemin. Je vais tout de même les fouiller. » Basile se sentit soulagé que Chef ne lui demande pas de tripoter les Maccabées, car la dernière fois qu'il avait dû le faire, la victime respirait toujours. Les gargouillements d'agonie qu'il avait entendus ce jour-là hantaient encore ses nuits. « Effectivement, soupira-t-il en vérifiant encore une fois sa carte. Nous ne devrions pas traîner ici. Laissez-moi une seconde. Il faut que je rectifie notre position. » L'artisan meurtrier retourna le corps de Gabriel. Il vérifia les poches, les ourlets et les plis. Alors qu'il allait abandonner, Chef dénicha un emplacement secret cousu dans la doublure de la ceinture du cadavre. Il en sortit un papier soigneusement plié et rédigé dans une langue qu'il ne connaissait pas. « Basile, saurais-tu déchiffrer ça ?» L'assistant reconnut les runes sans pour autant parvenir à les comprendre. Il afficha une moue dubitative. « Voyons, cela ressemble fort à l'alphabet employé par les Nerdans. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour le moment. Cette langue compte des dizaines de dialectes différents, sans compter les patois et autres déformations. » Tout en prenant une posture avantageuse, Chef replia la lettre et la dissimula dans une poche de son manteau.
Ce n'est pas parce qu'il venait de terrasser plusieurs hommes armés de fourches et de gourdins qu'il pouvait se permettre de se laisser aller. Il ploya le genou et, tout en gardant un air mystérieux, posa le coude sur une souche. Pourquoi menait-il des chèvres avec eux ? Je l'ignore. Mentit Basile en espérant ne pas contrarier son patron. Vu leurs vêtements, je dirais qu'il ne s'agissait que de paysans des environs. Ils ne nous voulaient peut-être pas de mal. Alors pourquoi nous attaquer sans chercher à parlementer ? Nah, c'est absurde. Même les plus débiles des malandrins au rabais font au moins une sommation. Le jeune homme refusa de se lancer dans cette conversation. Il fit mine de ne rien avoir entendu. Puis il posa sa main droite au sol et décrivit des gestes complexes avec ses doigts. Un disque noir s'étira sous ses pieds, comme une vaguelette sur un étang, jusqu'à atteindre une bonne toise de diamètre. « Chef !»« Ouais, j'arrive. » L'artisan meurtrier ramassa l'escarcelle de son assistant en se plaçant dans le cercle, dignement. En une seconde, des volutes de ténèbres silencieuses jaillirent et s'enroulèrent autour de leurs jambes avant d'envahir le reste de leur corps. Comme avalés par une créature goulue et invisible, Chef et Basile disparurent dans le néant sans laisser de traces. Bien sûr, voyager par portail comportait tout de même quelques défauts. Défauts que Basile s'efforçait de compenser en travaillant toujours plus dur. Il avait un talent certain pour la manipulation néantique, et c'était justement ce point qui faisait de lui un assistant valable aux yeux de l'artisan meurtrier. Ça et rien d'autre, a priori. Cet emploi n'étant pas vraiment son premier choix, ni même un choix en réalité, l'assistant meurtrier s'appliquait néanmoins au bon déroulement des missions. Motivé par la volonté de ne pas se faire tuer par les crapules qu'il pourchassait, il obéissait à cet étrange personnage encapuchonné sans moufter. À vrai dire, il en avait d'abord eu une trouille phénoménale et n'avait pas osé refuser cette opportunité lorsqu'elle lui avait été proposée. Avec le recul, il ne regrettait pas, car il y trouvait son compte. En plus de voir du pays et de loger dans la mystérieuse croisée des mondes, les quelques mois passés à endosser le rôle d'assistant lui avaient déjà permis de se mettre un sympathique pécule de côté. Un aspect non négligeable pour la suite de sa vie. Basile gardait son objectif en tête. Une fois libéré de ses obligations, il retournerait aux phalanges pour y achever sa formation de néanticien, quitté précipitamment. Chasser des primes n'était pour lui qu'une situation transitoire. Il s'aperçut qu'il dérivait de nouveau dans le néant et focalisa son attention sur le guidage. Tout en maintenant une bonne trajectoire, le jeune homme étudiait ses cartes et s'occupait de son équipement. Il en profita pour vérifier l'objectif principal du contrat en cours, rendez-vous au château de Castellar. Trouver et tuer Dradelio Mecus. Lorsque Basile avait souhaité questionner Gustave au guichet numéro 3 du bureau des contrats afin de disposer d'informations supplémentaires, ce dernier l'avait envoyé paître de manière fort peu courtoise. Par dépit, le jeune homme s'était alors rabattu sur son patron qui lui avait à son tour intimé de s'occuper de ses oignons. Une journée normale dans la vie de l'assistant qui, même habitué à se faire rembarrer de la sorte, se sentait toujours un peu vexé par l'attitude de l'artisan à son égard. Quant à Chef, il profitait du calme infini du voyage pour se détendre et se reposer sur Basile. Depuis sa rencontre avec celui qui était devenu son assistant quelques semaines auparavant, sa petite affaire d'assassinat se révélait de plus en plus lucrative. De surcroît, avec la guerre entre les Accabiens et les Chiréens, les missions pleuvaient sans cesse sur le duo. Des contrats simples, visant à oxyre quelques troubles faits et divers nuisibles, agissant souvent seul et de manière peu intelligente. De l'argent facile pour un chasseur de primes professionnel. Enfin, pour couronner le tout, les récents coups d'éclat du duo ne faisaient qu'accroître une renommée déjà conséquente. C'était ce dernier point qui ravissait le plus l'artisan, pour qui la réputation surpassait le reste. Chose étrange et nouvelle pour lui, Chef se sentait un peu coupable d'entraîner Basile dans cette mission sans lui avoir donné toutes les informations concernant leur proie. Peut-être était-ce en partie dû au fait que sa dernière recrue avait survécu bien au-delà de ses espérances ? Il en conclut que oui, en se disant qu'il offrirait quelques livres à son assistant lors de leur prochaine halte à la croisée des mondes. Il irait les acheter au Corbeau Gras, leur bouquiniste favori à tous les deux. Si tout se déroulait comme prévu, les 2500 guivres de récompense seraient rapidement empochés, et cette histoire vite oubliée. Basile interpella son patron, interrompant son flot de pensées. L'artisan comprit alors que le transport arrivait à son terme. Une sensation d'accélération les envahit, avant une nette décélération. Le seul son qu'il percevait
était celui du claquement de leurs tempes lorsqu'ils déglutissaient. Une lumière crépusculaire jaillit d'un craquellement. Le sol apparut, le ciel aussi. Une boule de paysage se déployait dans le soir d'été d'une contrée nouvelle. Ils émergèrent du bas, mais également la tête en bas. Ils s'écrasèrent l'un sur l'autre. « J'en ai plus qu'assez de me prendre ton cul sur le nez une fois sur deux », s'énerva Chef en se levant. « Il faut vraiment soigner ses arrivées, et ce n'est pas sérieux. »« Je suis désolé. » Si l'on me donnait une guivre à chaque fois que tu foires l'atterrissage, nous n'aurions plus besoin de chasser des têtes. Bref, sommes-nous au moins au bon endroit ? Ils se trouvaient en bordure d'une route pavée, non loin d'une ville, à en juger par la fumée qui s'échappait des cheminées face à eux. La nébulosité de leur chute dissipée, ils aperçurent un petit château perché sur un promontoire rocheux qui surplombait le village. Cette fois au moins, la monture en étain des binocles de Basile avait tenu bon. Épuisé par l'incantation d'un second puits néantique en peu de temps, l'assistant meurtrier s'affala contre une barrière en bois à côté de leur point de chute. « Nous y sommes, chef. Le château de Castellar, droit devant. » Meurtri par cette énième gamelle, l'artisan frottait énergiquement ses vêtements. Il espérait en faire partir à la fois la crasse et l'embarras. Il leva le menton et posa ses poings sur ses hanches. Par chance pour sa réputation, les environs étaient déserts et personne n'avait pu remarquer leur pitoyable arrivée. « Ce n'est pas trop tôt !» s'exclama Chef. « Ces voyages sont d'un ennui mortel. »« Ils sont toujours plus pratiques et rapides que les chevaux. » bougonna le jeune homme avec évidence. « Ta perspicacité me laisse rêveur, Basile. Tâchons de trouver des informations et de mener ce contrat à terme. Je ne suis pas certain de supporter davantage de ta philosophie sans m'évanouir. » Un courant d'air vint ponctuer l'entrée de Chef en faisant claquer son manteau encore poussiéreux contre sa cuisse. L'effet était garanti et les apparences sauvées. Pardon, désolé, je ne l'avais pas vu. Bonjour, je vous somme d'arrêter tout ce que vous faites et de venir vous abonner. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je mette un contrat sur votre tête pour que vous veniez vous abonner ? Voyons, enfin, abonnez-vous.